Pour ce 6e cours sur les grands courants de la sociologie, nous allons voir le courant interactionnisme. En guise d'introduction, nous allons ouvrir 2 points. D'une part, une présentation générale de ce courant, et puis ensuite formuler quelques précisions relatives aux influences diverses de ce courant théorique. Alors l'interactionnisme, on peut dire d'emblée qu'il est un courant de pensée qui est né aux États-Unis dans les années 50 à l'université de Chicago. Et c'est un courant de pensée qui se développe surtout dans les années 60 et qui va gagner d'autres universités, notamment californiennes, puis un petit peu plus tard, la côte est des États-Unis. C'est un courant de pensée qui naît de la confrontation entre différents courants de pensée issus de la psychologie, de l'ethnologie, de l'anthropologie, de la sociologie ou encore des sciences de l'information. Et c'est un courant qui se développe autour de plusieurs tendances. Par exemple, on peut citer la sociologie phénoménologique d'Alfred Schultz, la sociologie des cadres de l'expérience d'Erving Goffman, l'ethnométhodologie d'Harold Garfinkel ou encore l'analyse conversationnelle de Sachs. En France, ce courant de pensée, bien que très hétérogène, va trouver un écho et un intérêt surtout dans les années 80. Années 80 qui se caractérisent par un contexte social que nous avons précisé lors du cours sur l'individualisme méthodologique. Concernant les influences diverses, l'interactionnisme a été influencé par la tradition compréhensive en opposition avec l'approche explicative, permettant le développement d'un nouveau réalisme qui ne verse pas dans une erreur objectiviste. L'interactionnisme délaisse donc, sans toutefois rejeter, les autres méthodes sociologiques ou psychosociologiques pour développer une approche qualifiée de pragmatique qui accepte des postulats constructivistes. Alors précisons, et c'est justement ici que l'on lie l'influence de la tradition de l'école de Chicago à la fin du XIXe siècle avec les réflexions d'un auteur aujourd'hui de plus en plus cité qui est un philosophe du nom de John Dewey. John Dewey est considéré comme un des principaux fondateurs du pragmatisme. En effet, si ce courant abrite plusieurs orientations, thèses, il se caractérise néanmoins par une idée centrale, c'est-à-dire, pour un pragmatiste, une assertion est appréhendée du point de vue de ses conséquences pratiques. Ainsi, les pragmatistes vont privilégier la méthode expérimentale, considérer par exemple que les idées n'existent pas en soi, qu'on ne peut pas non plus les déduire d'un principe a priori, mais qu'il faut les déduire précisément des expériences concrètes. Donc, elles se construisent comme n'importe quelle vérité au cours des échanges sociaux, en l'occurrence les interactions. Les auteurs interactionnistes seront aussi marqués par 2 autres influences, celle de George Herbert Mead d'une part, et puis les travaux notamment de William Thomas et de Robert Park, premier sociologue de l'école de Chicago. Disons quelques mots sur chacune de ces 2 influences. George Herbert Mead tout d'abord. Ce dernier conçoit la société comme un système de communication interindividuelle et signifiante. Pour lui, la société n'est donc pas donnée d'avance, mais se construit sans cesse à travers la dynamique des actes sociaux, où se constituent les différents rôles sociaux et se consolide le fameux soi, qui est donc issu pour Mead des interactions sociales. Plus précisément, l'auteur opère une rupture paradigmatique en psychologie sociale, puisqu'il se dégage déjà des approches behavioristes et psychanalytiques qui sont dominantes à l'époque, pour développer une approche précisément interrelationnelle et co-constructive du sens. Sa thèse est que, premièrement, l'accès cognitif au sens des phénomènes, tant subjectifs qu'objectifs, découle inévitablement d'une interprétation. Et, deuxièmement, que la formation du cadre interprétatif découle des processus dynamiques d'interaction interindividuelle. Ainsi, selon ce cadre théorique, l'interaction symbolique, communication verbale ou non verbale, donc l'interaction symbolique entre les individus humains ou animaux, détermine le sens que ces derniers accordent au monde et à leur propre état mentaux. Deuxième influence, donc, la première génération des sociologues de l'école de Chicago, notamment Thomas et Park. Ce qui est privilégié chez ces auteurs, c'est l'étude de la ville, le phénomène de l'immigration notamment, et de la désintégration sociale urbaine. Ici, privilégié les travaux de terrain, d'où de nombreuses monographies, par exemple celle bien connue de Neil Anderson sur le hobo. Ces sociologues de la première génération de l'école de Chicago vont intégrer la pensée de Herbert Mead dans leurs travaux, par exemple, des sociologues comme Blumer, qui vont allier
le cadre de pensée d'Herbert Mead, aux méthodes d'observation directe et développer ce qu'on va nommer une micro-sociologie interactionniste qui s'oppose au cadre de pensée dominant en sociologie à l'époque, à savoir le fonctionnalisme et le culturalisme. Donc, si on se résume, on peut dresser une sorte d'arborescence des influences de ce courant interactionnisme en citant d'une part la première génération des sociologues de l'école de Chicago, d'autre part la deuxième génération des sociologues de l'école de Chicago, notamment avec des auteurs comme Hughes et Blumer, et puis enfin l'interactionnisme, troisième génération de l'école de Chicago, entre autres représenté par Goffman, Becker, Strauss, pour ne citer que ces auteurs. Pour entrer un peu plus dans le détail de ce courant de pensée, nous allons organiser le cours autour de 3 points principaux. D'une part, nous allons préciser quelques principes généraux de l'interactionnisme et de l'interactionnisme symbolique. Puis nous allons prendre un exemple, celui des mondes de Howard Becker. Et puis enfin, nous formulerons quelques critiques à l'encontre de l'interactionnisme. Premièrement, donc, principes généraux de l'interactionnisme et de l'interactionnisme symbolique. Premièrement, il faut préciser la conception du social que défendent les représentants de ce courant. Il se trouve que l'interactionnisme conçoit la société comme l'ensemble des relations interindividuelles. En ce sens, il s'oppose d'une part à une approche déterministe du social qui raisonne à partir d'un tout social, lequel viendrait expliquer l'ensemble des phénomènes sociaux. Il s'oppose aussi à une autre approche nommée individualiste, qui évite de prendre en compte la dimension essentielle pour les interactionnistes de la relation sociale dans les comportements sociaux des individus. Donc pour les interactionnistes, l'individu se construit dans ses relations avec son environnement social, humain, affectif, matériel. Deuxième idée, deuxième principe important de ce courant interactionniste, la démarche de ce courant théorique prend le contre-pied des analyses quantitatives et emprunte à l'ethnologie, laquelle privilégie par exemple l'observation in situ. Entre autres exemples, on peut citer l'étude des milieux déviants, celle de Becker notamment en 1963, qui fera l'objet d'une publication traduite en France en 1985 sous l'intitulé Outsiders, étude sociologique de la déviance. Et ce travail, il étudie la question de la déviance à partir de phénomènes de toxicomanie comme celle des fumeurs de marijuana ou encore la profession de musicien de jazz. Troisième idée, troisième principe de ce courant interactionniste, le refus de la sociologie dominante. En effet, l'interactionniste centre sa démarche sur l'étude de terrain, l'observation in situ des interactions de la vie quotidienne. Et les auteurs de ce courant s'inscrivent dans une sorte de lutte au sein de la sociologie américaine, puisqu'ils s'opposent notamment à la sociologie dominante, c'est-à-dire la sociologie quantitative. Plus encore, ils proposent une autre façon d'appréhender et d'expliquer le social. L'explication dominante des comportements des acteurs sociaux est la suivante. Ils s'expliquent en les référant à des dispositions qu'ils auraient acquises par leur situation de classe. Autrement dit ici, l'analyse sociologique n'appréhende les liens interindividuels que dans la logique des rapports objectifs de force et de domination. Les alliances, coopérations sont conçues dans cette sociologie comme l'expression d'affinité entre des agents sociaux qui occupent des positions sociales homologues dans leurs champs respectifs d'activité. Or, avec le courant interactionniste, l'orientation de l'analyse sociologique change. Elle est désormais centrée sur la dynamique des relations interindividuelles et ses dimensions matérielles et cognitives. L'identité de ceux qui prennent part à des actions collectives est spécifiée par la nature de leur engagement dans les relations de coopération et leur contribution à l'action collective. En somme, l'interaction est aussi ici conçue comme un processus formateur où les individus orientent, contrôlent, infléchissent et modifient chacun leur ligne d'action à la lumière de ce qu'ils trouvent dans les actions d'autrui. Il y a donc dans le courant interactionniste un refus des théories explicatives au profit du travail de terrain, lequel introduit une nouvelle approche théorique du social,
puisque ici le sens de l'action sociale est considéré comme étant produit au cours du déroulement de l'action elle-même. Ainsi, l'attention du sociologue se portera moins sur une collection de faits que sur l'observation attentive des processus sociaux qui se réalisent effectivement à travers le déroulement des interactions directes. Il s'agit en fait d'écarter les théories pour observer d'abord les significations qui s'engendrent au cours des interactions sociales singulières, qui mobilisent des savoirs par les acteurs sociaux lors de leurs échanges. Quatrième idée, l'interaction est une signification vécue. En effet, la notion d'interaction est utilisée dans ce courant interactionniste pour exprimer l'unité minimale des échanges sociaux et désigne une situation sociale où chacun agit et se comporte en fonction de l'autre. Donc, ce qui devient structurant, ce ne sont pas des structures sociales, mais bien le déroulement des interactions sociales. À cette idée s'en ajoute une autre, surtout pour les interactionnistes symboliques, c'est le caractère symbolique précisément des échanges sociaux interindividuels. Il n'y a pas d'échange social si le stimulus n'est pas interprété. On comprend ici l'influence des auteurs comme Weber ou encore Schulz, puisque pour eux, l'activité sociale est un comportement significatif orienté vers l'autre. Les significations doivent donc être partagées pour que les activités soient régulées, et cela se réalise dans des situations particulières. Donc, analyser une interaction demande de se référer aux conditions particulières dans lesquelles s'effectue l'interprétation de ces interactions sociales. On comprend mieux alors le souci des sociologues interactionnistes pour les monographies, pour la description, pour l'analyse des processus en train de se dérouler. Il ne faut donc pas, pour ces interactionnistes, surdéterminer les acteurs sociaux, tant en termes de structure sociale que de socialisation à des catégories sociales, parce que beaucoup de situations effectives des interactions sociales restent floues et laissent donc une marge de manœuvre et une marge d'improvisation pour les acteurs sociaux. Ils refusent donc un modèle positiviste de la sociologie, considérant qu'il n'y a pas de fait en soi extérieur aux individus. Le sens social vient au fait de par précisément le procès quotidien auquel il est soumis dans des interactions sociales particulières. Cinquième idée et cinquième principe de l'interactionnisme symbolique, c'est, je dirais, la métaphore de la représentation théâtrale que l'on trouve particulièrement chez un auteur, en l'occurrence Erving Goffman. Goffman, en effet, présente les interactions de la vie quotidienne en empruntant la métaphore théâtrale et considérant au fond que le modèle dramaturgique de la représentation est une scène de théâtre où chacun joue des rôles. L'interaction de face à face se joue entre un acteur et les autres qui constituent précisément le public. On suppose donc que toute personne placée en présence des autres a de multiples raisons d'essayer de contrôler l'impression qu'il reçoit de la situation. Donc, dans cette perspective, toute interaction sociale met en œuvre un jeu dramatique, une représentation durant laquelle l'acteur développe un ou des rôles devant un public. Appliquée à la situation de face à face, l'influence réciproque que les partenaires exercent sur leurs interactions respectives lorsqu'ils sont en présence physique immédiate les uns avec les autres est primordiale ici. Le rôle social devient un modèle d'action préétabli que les uns et les autres développent durant une représentation et qui peut devenir un rôle social s'il est répété. Dans tous les cas, en définissant le rôle social comme l'actualisation de droits et de devoirs attachés à un statut social donné, un rôle social présente plusieurs parties que chacun peut présenter dans toute une série d'occasions. L'usage de la métaphore théâtrale, l'usage de la métaphore dramaturgique représente une manière de mettre de l'ordre dans les faits sociaux. Donc pour Goffman, l'originalité ne réside pourtant pas dans cette métaphore qui pour lui reste somme toute banale, mais l'originalité du point de vue réside ailleurs, c'est-à-dire dans les dispositions utilisées pour donner une représentation qui caractérise, pour Goffman, la structure du moi.
Autrement dit, la situation des rencontres sociales exige pour le sociologue que l'on maintienne une définition unique de la situation, ce qui exige toujours une mise en scène du moi. Deuxième point, prenons un exemple, en l'occurrence celui de monde proposé par Howard Becker. Premièrement, quelle définition, quelle orientation donne-t-il à son analyse? Alors pour préciser tout cela, on peut d'abord préciser que Becker s'est d'abord intéressé à la question de la déviance et l'a étudiée dans cette perspective interactionniste qu'il mobilise ensuite pour étudier les professions, notamment médicales, puis l'art, ses productions, ses acteurs sociaux. Sur le sujet, précisément, de l'art, il va publier un ouvrage intitulé « Les mondes de l'art » qui s'a traduit en 1988 en français. Et dans cet ouvrage, il utilise donc ce concept de monde pour rendre compte de l'action collective qui se déploie pour produire des œuvres d'art. Il part donc du principe que l'on peut étudier l'art comme n'importe quelle autre activité sociale. C'est sans doute ici que se révèle une des originalités de Weber dans sa façon d'appréhender les activités artistiques. La production et la réception des œuvres, pour lui, mobilisent effectivement un certain nombre d'acteurs sociaux qui sont appelés à coopérer selon des procédures conventionnelles au sein de réseaux sociaux qu'il va précisément nommer les mondes de l'art. On peut trouver d'ailleurs une définition sommaire d'un monde de l'art proposée par Becker qui renvoie à peu près à ceci. Il s'agit de l'ensemble des individus et des organisations dont l'activité est nécessaire pour produire les événements et les objets qui sont caractéristiques de ce monde. Un monde de l'art est composé d'individus et d'organisations qui produisent les événements et les objets qui sont définis comme étant de l'art précisément par ce monde. Ailleurs, Becker précise, un monde de l'art est un réseau d'activités coopératives comprenant tous ceux qui contribuent à l'élaboration de l'œuvre d'art jusqu'à son état final et qui, pour ce faire, partagent des modes de pensée conventionnels. Ainsi, si l'analyse sociologique en termes de champ appréhende les liens interindividuels dans une logique de rapport objectif de force et de domination sociale, qui cherche donc à saisir les alliances et les coopérations considérées comme expression d'affinité entre des agents sociaux qui occupent des positions sociales similaires, ici, dans l'approche interactionniste, avec le concept de monde de l'art, l'analyse est centrée sur la dynamique des relations interindividuelles, sur ses dimensions matérielles et cognitives. Autrement dit, l'identité sociale de ceux qui prennent part à la production, à la consommation artistique en l'occurrence, est seulement spécifiée par la nature de leur engagement dans le réseau de coopération et de leur contribution à l'action collective et non en rapport à l'occupation de positions sociales objectives. Au fond, ici, les interactions sociales sont considérées comme un processus qui forme les individus parce que lorsque ces interactions sociales se déroulent, se déploient, eh bien, elles orientent, elles contrôlent, elles infléchissent même les lignes d'action de chacun selon ce qu'il trouve précisément dans les actions d'autrui. Donc l'emploi du terme monde, ou plus précisément du concept monde, désigne des configurations de rapports sociaux, mais à la différence du concept de champ, c'est une perspective relativiste qui domine ici, en ce qu'un monde ne détermine pas les actions des uns et des autres, mais vient caractériser les formes d'action collective par leur plasticité, leur perméabilité, précisément au changement social. Deuxième point, logique générale de ce courant interactionniste. Les interactions entre les différents acteurs sociaux se cristallisent parce qu'elles se pérennisent dans des réseaux qui progressivement vont faire système et générer ce que Becker nomme les mondes de l'art. Ces mondes de l'art se stabilisent en réseau, nous dit-il, d'une part parce qu'un processus d'agrément tacite, d'arrangement formel s'exerce, et d'autre part parce que s'instaure un mécanisme d'institutionnalisation qui engendre la formation de sous-groupes professionnels.
Du fait que les interactions se construisent autour de conventions partagées, l'action collective devient possible, efficace, selon Baker. Elle induit néanmoins un préalable, la coordination. Ces réseaux stabilisent les interactions sociales et garantissent alors la conservation des normes partagées. Cette problématique de l'art en termes d'action collective se décline sous une interrogation. Qu'est-ce qui incite les acteurs sociaux à agir ensemble et pour produire quel genre d'objet? Du point de vue d'une sociologie de l'organisation, les mondes de l'art s'apparentent à des sous-systèmes sociaux, toutefois distincts des institutions de par l'absence de formalisation explicite, de structures identifiées a priori, ainsi que par leur fonctionnalité limitée. Aussi, Baker peut soutenir que l'art est social, en ce qu'il est créé par des réseaux de personnes qui agissent ensemble, et elle, c'est-à-dire son analyse, propose un cadre d'études pour différents modes d'action collective qui passent par des conventions consacrées ou nouvelles. Un monde, donc, correspond à un réseau d'acteurs sociaux qui coopèrent entre eux pour accomplir des activités spécifiques. Il s'agit donc d'identifier qui agit, avec qui, pour produire quoi, selon quel degré de régularité, sur la base de quelle convention sociale. Les activités coopératives peuvent alors être distribuées sur un axe des plus routinières aux plus instables et aux plus changeantes. Troisième idée, convention, coopération, coordination. Voilà trois termes qui sont particulièrement centraux dans l'analyse d'une action collective au sein des mondes par Baker. En effet, les conventions renvoient aux récurrences observées dans les activités collectives, aux règles et normes dont elles procèdent. Elles sont conçues comme des formes stabilisées d'arrangement entre les acteurs sociaux. Elles indiquent la dimension intersubjective de l'accord et traduisent une sorte d'efficacité silencieuse, comme le dit Baker, proche de celle de la culture entendue comme une communauté d'expériences, de pratiques propres à un groupe social et qui s'incarnent dans des comportements habituels, des conceptions partagées par tous. Les termes de coordination et de coopération sont omniprésents dans cette sociologie. Non parce qu'il s'agit d'une sociologie irénique, mais parce qu'elle s'apparente plutôt à une sociologie des jeux qui dispose des situations sur un continuum. La coopération est au centre aussi de l'analyse, parce que cette sociologie pose que les différents participants ont au moins un but commun, celui de faire exister un type d'art précis. La coopération, de même que l'interaction, ne doivent pas être rapportées à des seules rencontres de face à face. Ils valent aussi pour les partenaires les plus apparents, les plus directs, mais aussi pour des partenaires moins apparents, par exemple une tradition avec laquelle on peut dialoguer, un public imaginaire par exemple que l'artiste se construit. Ce type d'analyse se centre donc sur la chaîne des relations interindividuelles, les mécanismes d'ajustement des comportements qui fondent précisément l'action collective. Pour Baker, donc, les acteurs coopèrent parce que tous ont intérêt à faire exister un type d'art considéré. Chaque membre, donc, réaffirme en permanence ce qui le définit autour de normes partagées avec d'autres, pour autant qu'il recherche à se distinguer, à maintenir l'adhésion aux normes du groupe. Que ce soit chez les voyous de street corner ou chez les artistes d'avant-garde, s'observe ce même besoin de se qualifier en permanence de manière normative, de négocier une image acceptable de soi-même, de vérifier qu'il continue à obéir au groupe. Ce sont des conventions d'ordre esthétique mais aussi matériel qui précisent et balisent les frontières entre les mondes de l'art. Donc, un monde présente pour Baker une double dimension imbriquée. Une dimension symbolique, les acteurs sociaux travaillent à la production d'un sens. Une dimension pratique, les acteurs sociaux construisent des réseaux. Et ces deux dimensions sont imbriquées l'une dans l'autre, puisque le réseau est producteur de sens pour ceux qui y participent, et le sens génère des alliances. Troisième point, formulons quelques critiques à l'encontre de ce courant interactionniste. Habituellement, ce sont trois critiques majeures qui sont adressées à ce courant. Premièrement,
Première critique, puisque l'interactionnisme suppose que les acteurs sociaux ne sont pas confrontés à la société et qu'ils ne sont pas seulement porteurs de normes intériorisées, puisque la structure sociale qui génère l'ordre social réside déjà dans le sens des interactions que maîtrisent les acteurs sociaux, le danger se trouve dans la tentation de réduire l'ensemble du fonctionnement social au langage de l'interaction, au langage tout court, tel qu'il fonctionne dans la vie quotidienne. Première critique donc. Deuxième critique, elle consiste à souligner qu'il y a une production endogène du sens des actions sociales et le soubassement de cette idée réside dans la compréhension phénoménologique de l'action. Le risque indiqué ici, c'est que il est de réduire le monde social aux représentations que s'en font les acteurs sociaux et à transformer la science en un simple compte-rendu, des comptes rendus produits par les sujets sociaux. Troisième critique, elle se formule sous la forme interrogative « D'où vient la situation ?» C'est en somme la question du traitement de l'histoire, de la place de l'histoire dans ce courant interactionniste. Les règles sociales existent, certes, elles sont imposées par des institutions, par exemple, mais l'étude des interactions sociales ne peut pas les voir parce que, dans l'interaction, les acteurs sont familiers des règles sociales par le processus d'intériorisation du jeu social sous la forme d'un sens précisément de ce jeu social.